nous corrigeons le DM sur l'application de la dérivation. Alors, l'exercice 1, on nous demande de déterminer les extrémums des fonctions suivantes en précisant s'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum. Petit rappel, quand on étudie la variation d'une fonction, eh bien, pour trouver le maximum de cette fonction, par exemple, qui serait ici, il faut qu'on regarde dans quel sens va la fonction. Ici, elle est croissante, et ici, elle est décroissante. Donc, si je schématise, j'ai une fonction comme ça, croissante puis décroissante, et du coup, je sais que ici, c'est le sommet de la fonction, et donc il y a un extrémum, et je peux répondre à la question. Mais ça ne peut pas se deviner quand est-ce que la fonction est croissante et décroissante, et du coup, on avait étudié que la technique, c'était d'étudier la dérivée de la fonction. Pourquoi? Parce qu'une dérivée, quand la fonction est croissante, la dérivée est positive, et quand la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Et quand il y a un changement de signe, en général, alors c'est pas vrai à 100% des fois, mais en général, la dérivée s'annule. Voilà, mais c'est vrai dans tellement de cas que je vous mets quand même. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Pour déterminer l'extrémum, eh bien, on va étudier la dérivée, et puis on va en conclure les variations de la fonction. Alors, la première question, le petit 1, est très simple, puisqu'il s'agit d'une fonction polynôme, on sait très bien le faire. Il faut simplement faire attention à quelque chose. Alors je vous mets 2 points d'exclamation. Il faut justifier que la fonction est dérivable. C'est très important, il faut le faire de façon systématique. Alors c'est très scolaire, c'est un peu pénible, parce que parfois c'est évident, mais il faut justifier, et il faut dire sur quel domaine de définition. Donc ici, on a une fonction polynôme, et une fonction polynôme, c'est dérivable sur R. Donc on va mettre que f est dérivable sur R en tant que fonction polynôme. Ça suffit, mais si on ne le fait pas, on risque de perdre des points. Sa dérivée f' de x est égale à x au carré si je le dérive c'est 2x, donc moins 2x, 4x si je le dérive c'est 4, et moins 8 si je le dérive c'est 0. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, j'ai simplement appliqué les formules de dérivée que vous avez dans vos tableaux de formules de dérivée. Alors ensuite, on cherche à déterminer le signe. Donc quand est-ce que cette dérivée est négative, quand est-ce qu'elle est positive. Alors, le réflexe que vous avez en général dans ces cas-là, et c'est un bon réflexe, c'est déjà de chercher quand est-ce qu'elle est égale à 0, et puis on va savoir que d'un côté, ça va être positif, de l'autre côté, ça va être négatif. Alors, je rappelle que ça, c'était juste un exemple bidon, hein, c'est pas du tout la réponse de cet exercice. C'est juste pour vous expliquer le principe général. Alors, donc je vais passer le moins 2x de l'autre côté, donc je vais me retrouver avec 2x, on fait attention au changement de signe, égale 4. Et puis comme je vais isoler x, je vais diviser par 2, et donc en divisant par 2, x je le retrouve tout seul, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et donc j'ai x égale 2. Et à partir de là, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. Alors on va faire l'erreur, et puis après je vais expliquer pourquoi il ne faut pas la faire. Donc, l'erreur serait de dire que x s'annule en 2, donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, sans réfléchir, de dire, ah bah du coup, je mets un moins et un plus. Attention, regardez à quoi ressemble cette fonction affine. Ici, vous avez un coefficient directeur négatif. Et vous savez, depuis la troisième ou depuis la seconde, que quand j'ai un coefficient directeur négatif, c'est-à-dire que ma fonction affine descend vers le bas. Et du coup, l'endroit où elle s'annule, 2, eh bien avant, c'est positif. Et donc là, il ne fallait pas mettre un moins, il fallait mettre un plus. Et après, on passe sous l'axe des abscisses, et donc ça devient négatif. Donc, on peut se mettre un petit point d'attention, qui est de faire attention au coefficient directeur. Donc,
la dérivée lorsqu'on cherche le signe de la dérivée. Si vous aviez fait cette erreur, je vous prie, dans votre carnet, la petite feuille d'erreur, vous savez, à deux colonnes avec les erreurs ou les astuces ou les méthodes de résolution, de noter ça pour ne pas le refaire. Donc, une fois qu'on a ça, on sait que la fonction va être croissante ici, puis décroissante ici, et donc elle va avoir un maximum ici. On doit toujours calculer le maximum, hein, c'est attendu quand on fait un tableau de variation, et donc je vais calculer f de 2, et donc j'utilise la formule en remplaçant les x par d2, ça va donc me faire moins 2 au carré, plus 4 fois 2, moins 8, ok, ça fait 8, moins 8 ça s'annule, donc il reste moins 2 au carré, donc moins 4, et donc ici j'ai moins 4. Et donc on dira que la fonction admet un maximum en, alors, pas en moins 4, mais en 2. En 2, c'est la bonne façon de le formuler. On parle de l'abscisse du maximum. Bien, donc c'était pour la question 1. On passe maintenant à la question 2. On doit dériver f de x qui est égal à x au carré plus 1 sur x au carré. Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? Le domaine de dérivabilité. D'ailleurs, on ne se l'était pas noté. Ici, on va le faire tout de suite. Je le mets là. Justifier le DD, donc le domaine de dérivabilité. Pareil, si vous aviez fait cette erreur, mettez-vous un petit point d'exclamation sur votre fiche d'erreur et d'astuces pour mémoriser qu'il ne faut pas l'oublier. Donc f de x est égal à x au carré plus 1 sur x au carré. Alors ça, c'est dérivable sur R, hein, c'est une fonction carrée, c'est assez évident. Ça, c'est une fonction avec un quotient, et on sait qu'au dénominateur, ça ne doit pas être égal à 0, parce que si c'est égal à 0, la fonction n'est pas définie, et en plus, elle n'est pas dérivable. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dérivable? Eh bien, petit rappel, on va prendre la fonction 1 sur x, qui est plus simple que celle-ci. Vous voyez, quand je me rapproche de 0, alors je ne fais pas la partie négative, on s'intéresse juste à la partie positive pour simplifier. Vous voyez, quand je me rapproche de 0, vers où va la courbe? Eh bien, elle se rapproche asymptotiquement, donc c'est-à-dire de plus en plus, mais sans jamais toucher, de l'axe des abscisses, et en fait, elle part vers plus l'infini. Donc, quelle est la valeur de f de 0? F de 0 n'a pas de sens. Hein. F de 0, ce serait plus l'infini, mais plus l'infini, ce n'est pas un nombre. Donc, la fonction n'est pas définie en 0. Mais en plus, elle n'est pas dérivable. Pourquoi? Parce que je rappelle que la dérivée, c'est quoi? C'est si je trace la tangente à la courbe à un endroit, cette tangente a une certaine pente. Si je trace la tangente à la courbe à un autre endroit, cette tangente a une autre pente. Vous voyez que la pente là, imaginez qu'on fasse du ski là-dessus, sur cette pente, c'est plus pentu là, et qu'on fasse du ski sur cette pente là, c'est moins pentu, on irait plus vite là. Donc là, il y a une pente plus forte, et là, il y a une pente plus faible. Eh bien, que vaudrait la pente au fur et à mesure qu'on se rapproche de 0 et qu'on est de plus en plus pentu? En fait, ce serait une pente verticale. Ce serait une pente, du coup, qui descend à l'infini. Elle aurait une valeur qui serait aussi infinie. Une pente verticale, en mathématiques, ça n'existe pas parce qu'on retrouve cette notion d'infini, donc elle n'est pas non plus définie. Pas définie. J'ai fait ces petites... pardon, pas dérivable. J'ai fait cette petite distinction entre pas défini et pas dérivable pour vous rappeler que, en fait, on peut avoir un réflexe de dire, là, c'est pas défini, donc c'est pas dérivable, mais sans distinguer les deux. En fait, il y a des fonctions qui, à certains endroits, peuvent être définies, mais ne sont pas dérivables. C'est le cas, vous vous souvenez de racine de x. Racine de x, en 0,
est bien définie, parce que racine de 0, bah, ça fait 0. Par contre, en 0, elle n'est pas dérivable. Et la raison qu'on avait expliquée, c'est que ici, la pente, elle était infinie. Voilà, donc c'est des petites nuances auxquelles il faut faire bien attention. Bon, revenons à nos moutons. Comment est-ce que je justifie que ça, c'est pas... Enfin, sur quel domaine c'est dérivable ou pas? Je prends le temps de bien le faire parce que c'est des choses qui sont assez simples, mais en fait, c'est vraiment des moyens de perdre des points bêtement. Donc, autant bien le faire et que ce soit bien carré. Donc, on avait pris le temps de l'expliquer en classe, mais je le reprécise là pour cette correction, afin que bah, on fasse plus jamais d'erreur là-dessus, quoi, et qu'on soit tranquille pour toute notre vie scolaire. On commence par dire que x au carré est dérivable sur R en tant que fonction carrée. La fonction carrée est dérivable sur R. Okay. Ensuite, 1 sur x au carré est dérivable sur R étoile. Je rappelle que R étoile, ça veut dire toutes les valeurs sauf 0. Bah oui, parce que là, en 0, bah, 1 sur 0, ça n'existe pas. C'est le même principe qu'ici. Donc c'est pas défini. Et de même, on va avoir une dérivée qui va correspondre à une pente verticale. Donc il va y avoir l'infini qui va se glisser là-dedans. Et on n'aime pas du tout avoir de l'infini. Donc elle n'est pas non plus dérivable. 1 sur x est dérivable sur au carré. Alors par contre, ce qui est important, c'est comment je justifie. Bah, ce qui est important, c'est que alors il y a mon correcteur d'orthographe là qui me souligne fonction carré parce qu'il veut que je l'accorde. Mais ici, je n'utilise pas carré en tant qu'adjectif, donc je ne l'accorde pas. Mais bon, il ne sait pas faire de mathématiques, donc il ne comprend pas ce que je dis. Pardon, fin de la parenthèse. 1 sur x au carré est dérivable sur R étoile. Donc comment je le justifie? En disant que c'est un quotient. Et il faut ensuite que je parle de la globalité de la fonction, parce que c'est bien de dire le domaine de dérivée de chacun de ces termes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que f de x est dérivable et sur quel intervalle. Et donc, on va dire que f est dérivable sur R étoile, parce qu'une fonction est dérivable sur l'intervalle de son terme le plus contraignant, sur R étoile. Et il faut à nouveau utiliser le en tant que somme de fonction dérivable sur R. Donc ça c'était pour le carré et sur R étoile. Et ça c'était pour le 1 sur x au carré. Donc en gros entre R et R étoile, bah, c'est ce qui est le plus contraignant qui l'emporte. Bien, donc il y en a qui ont fait des justifications un peu plus rapides, en général j'ai validé, mais le truc scolaire, canonique, sur lequel on peut vous faire aucun reproche, c'est une justification comme ça. Je sais que c'est long, mais il faut le faire. On vous demande d'être un petit peu scolaire là-dessus. C'est comme ça. C'est l'esprit du bac et de la façon française de traiter les dérivés avec beaucoup de rigueur. Dérivons. Alors, commençons par calculer la dérivée de x au carré. Ça, c'est extrêmement facile. f' de x. Qu'est-ce que je raconte? Dérivée de x au carré. Bon, ça c'est facile. X au carré prime. Donc sa dérivée, c'est 2x. Maintenant, on s'intéresse à l'autre. Dérivée de 1 sur x au carré. Alors, pour faire ça, on va poser. Donc, posons u de x égale 1, le numérateur. v de x égale x au carré. On aura alors u' de x égale 0 et v' de x égale 2x. Et la dérivée de u sur v, elle sera égale à u' v moins v' u sur v au carré. Et donc u'v c'est 0 fois 2x, donc 0,
moins v', u, c'est 2x fois 1. Et v au carré, c'est x au carré. Le tout au carré. Et donc, je me retrouve avec du moins 2x en haut, et en bas, du x au carré, donc ça me fait du x puissance 4. Je rappelle que si j'ai un nombre à une puissance, entre parenthèses, à une autre puissance, eh bien, cela me donne x à la puissance n fois m. Donc c'est bien ce que j'ai fait ici, j'ai bien fait 2 fois 2, ça fait 4. Et donc x à la puissance 4, en bas, il faut imaginer x fois x fois x fois x. Et il y a un des x qu'on va annuler avec le x qui est au numérateur en haut. Et donc ça va me donner moins 2 sur x au cube. Et donc je vais me retrouver avec un f' de x qui est égal à 2x plus ceci. Donc moins 2 sur x au cube. Alors là, je suis bien embêté, parce que quel est mon objectif? Mon objectif, c'est de savoir quand est-ce que f de prime de x est positif et négatif. Et là, c'est pas très facile à savoir. Et donc, c'est là qu'on sort ces réflexes et ces astuces. Une des choses qu'on a dit en classe, c'est que c'est toujours plus facile de trouver le signe quand on a une forme factorisée. Donc de type x, facteur de quelque chose, facteur de quelque chose. Pourquoi? Parce que si je connais le signe de ça, le signe de ça et le signe de ça, j'ai juste à appliquer la règle des signes. Par exemple, si j'ai du négatif, du positif et du positif, négatif par positif, ça va me faire du négatif. Et donc du négatif par du positif, ça va me faire du négatif. Ou une forme quotient, parce que pour les quotients, c'est la même chose. Si je connais le signe de ce qui est en haut, par exemple c'est positif, et le signe de ce qui est en bas, par exemple c'est négatif, je sais avec la règle des signes que le tout va être négatif. Donc, comme ici on a déjà un quotient, dans je pense 95% des cas, la façon de simplifier ça, ça va être de trouver la forme quotient associée. Donc mon objectif, c'est de mettre ceci et cela sur un même quotient. Alors quel quotient je vais trouver? Eh ben, j'ai déjà un quotient qui est là, donc je vais réutiliser le même. Et donc en fait, je vais dire que 2x, c'est la même chose que 2x fois x au cube sur x au cube. Ben, j'ai le droit, parce que x au cube sur x au cube, c'est 1. 2x, c'est la même chose que 2x fois 1. Donc j'ai le droit de l'écrire comme ceci. Et du coup, eh bien c'est intéressant parce que du coup je vais me retrouver ici avec quelque chose sur x au cube, et là quelque chose sur x au cube, et donc j'ai le droit de faire la soustraction. Donc j'ai 2x à la puissance 4 moins 2 sur x au cube. Bien. Bon, alors il reste une petite difficulté, c'est que ça, c'est un petit peu dur, là, de voir son signe. Donc, pour cela, vous avez deux possibilités. Ok? Possibilité 1, c'est, vous dites, oh, mais il y a une identité remarquable ici. Vous savez, l'identité remarquable, a au carré moins b au carré. Ok? Alors, pour ça, je vais simplement simplifier un petit peu. Je factorise. Je factorise par 2. Nous savons qu'on a 2 fois x à la puissance 4 moins 1. Et là, je retrouve mon a au carré moins b au carré. Mon a au carré, mon a, c'est quoi? Mon a, c'est x au carré, que je vais mettre au carré. Et ça va me faire mon x puissance 4. Et mon b au carré, eh ben, c'est 1. Parce que 1 au carré, c'est égal à 1. Et donc, j'applique mon identité remarquable. A au carré moins b au carré, c'est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc, ça me fait 2 facteurs de... Donc, a, on a dit que c'était x au carré moins 1,
facteur de x au carré plus 1. Okay, et donc là, on se retrouve avec une forme factorisée. On a dit que les formes factorisées, c'était intéressant pour connaître les signes, puisque il suffit de connaître le signe de ça, facile toujours positif, le signe de ça et le signe de ça pour avoir le signe global au numérateur. Pour trouver le signe de x au carré moins 1, alors là, il y a plusieurs techniques. La première technique, ça va être de dire que c'est un polynôme du second degré, de la forme x au carré plus 0x moins 1. Je rajoute ce 0x qui vaut 0 pour qu'on ait bien une forme avec du x au carré, du x et du moins 1. Et ensuite, je calcule delta qui vaut b au carré moins 4ac. Donc 0 au carré moins 4ac, ça fait moins 4 fois moins 1 fois 1, donc plus 4, donc égale 4. Et donc la première racine, ce sera moins b, donc 0, moins racine de delta, donc moins racine de 4. Donc moins racine de 4 sur 2a. Donc ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et x2, c'est plus racine de delta sur 2a, donc hop, ça va nous faire du 1. Je vais un petit peu rapidement, c'est parce que je voudrais avoir détaillé les autres méthodes sans que ce soit trop lourd, mais comme on l'a beaucoup fait, je pense que ça ne vous posera pas de problème. Et donc je sais que j'ai un polynôme avec deux racines, moins 1 et 1. Je sais que x au carré, le coefficient qui est devant, c'est 1, qu'on ne voit pas, qui est implicite, mais du coup c'est un coefficient positif, c'est-à-dire que ma courbe regarde vers le haut, elle est dans ce sens, et du coup ça veut dire que j'ai plus au-dessus de l'axe des abscisses, moins en dessous, plus dans cet ordre-là. Donc ceci veut dire que x, il s'annule en moins 1 et 1. Moins l'infini plus l'infini. Et si je regarde mon schéma, avant moins 1, c'est positif, entre moins 1 et 1, c'est négatif, et après 1, c'est positif. Voilà. Pour x au carré plus 1, le principe sera exactement le même. La deuxième technique, ça va être de résoudre l'inéquation x au carré moins 1 supérieur à 0. Donc ça nous donnerait du x supérieur à 1. Et donc, on sait que pour résoudre cette inéquation, il y a deux solutions. Donc ça, normalement, vous avez dû le voir, je pense, en seconde. Il y a soit x supérieur à 1, soit x inférieur à moins 1. Et donc, on va se retrouver ensuite avec le même tableau de signes. Et du coup, à la fin, on aura le signe de x au carré moins 1, avec les mêmes techniques, donc soit celle de gauche, soit celle de droite. On se retrouve, on peut trouver le signe de x au carré plus 1. Et donc on va avoir le signe de tout cela globalement, le numérateur. Donc on aura le signe du numérateur. Ensuite, on étudiera le signe du dénominateur. Donc là, c'est pas très compliqué, hein. X au cube, on sait que c'est une fonction qui ressemble à cela. Donc on sait que quand x est négatif, x au cube est négatif. Quand x est positif, x au cube est positive. Et on va faire un grand tableau de signes pour avoir le signe global de ça. Alors il y a une deuxième tactique pour trouver le signe. Et donc le signe du numérateur. Et donc moi c'est ce que je vais faire. On va faire tout simplement 2x à la puissance 4 moins 2 supérieur à 0. On va étudier ça pour voir à la fin quelles sont les conditions sur x. Donc première étape, je bascule le moins 2 de l'autre côté. Ensuite, je divise par 2 des deux côtés. Je me retrouve avec x puissance 4 supérieur
ou égal, supérieur pardon, à 1. Et donc ici, ça me fait du x au carré, le tout au carré, supérieur à 1. D'accord? Peut-être la manière la plus simple que j'ai de vous expliquer ça, c'est on va faire un changement de variable. Alors on peut faire ça sans changement de variable, mais moi je vais le faire pour que vous puissiez visualiser. On va poser grand X égale x au carré. Okay, donc ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, c'est x au carré. Hein. Alors là, il y a des équivalences que je n'ai pas mises, mais qu'il faut mettre. On a alors grand X, donc ce qu'il y a dans la parenthèse au carré, est supérieur à 1. Et là, on se ramène à quelque chose que vous savez faire. Donc la solution de ça, c'est soit grand X est supérieur à racine carrée de 1, donc supérieur à 1, soit grand X est inférieur à racine carrée de moins 1, pardon, à la racine négative de 1, donc moins 1. Ok? Et x au carré supérieur à 1, et bien en fait, comme x c'est x au carré, ça veut dire que soit x au carré est supérieur à 1, soit x au carré est inférieur à moins 1. Ok? Donc là, il y a des équivalences. Et donc, ça veut dire que, premier cas de figure, donc là, il y a un petit ou, ici qu'on peut préciser. Premier cas de figure, x au carré supérieur à 1, bah, c'est la même chose que ça. Donc, il y a deux réponses possibles. X supérieur à 1 ou x inférieur à moins 1. Et pour le deuxième, en bas, bah ça c'est impossible. X au carré ne peut pas être négatif puisque les carrés sont toujours positifs. Donc, on a ça, ou impossible. Donc les deux seules solutions qui nous restent, c'est x supérieur à 1 ou x inférieur à 1. Attendez, je vais le mettre sur la droite. Voilà, parce que si c'est impossible, bah, on s'en fiche, on ne prend pas en compte. D'où le tableau de signes qu'on va déduire. Donc, on rappelle que ce qu'on cherchait initialement, c'était le signe de 2x puissance 4 moins 2. Donc, si x est plus grand que 1, c'est positif. Si x est plus petit que 1, c'est négatif. Non, pardon. C'est positif aussi. Et entre les deux, c'est négatif. Ici, ça s'annule. Maintenant, on va chercher à étudier le signe de ça, x au cube. Donc, on va rajouter dans notre tableau de signes la valeur 0, puisqu'on a dit tout à l'heure que la fonction x au cube qui ressemble à ça, elle s'annulait en 0. Avant, c'est négatif. Après 0, c'est positif. Ok. Donc la fonction x au cube, en 0, ça s'annule. Comme c'est le dénominateur en dessous, c'est une valeur interdite. Au-dessus de 0, c'est positif. En dessous de 0, c'est négatif. Et du coup, f' de x, qui, je le rappelle, est égal à ceci divisé par cela. Donc on va appliquer la règle des signes du quotient, comme on a dit. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus.
Ici, ça s'annule puisque le numérateur est égal à 0. Ici, c'est une valeur interdite puisque le dénominateur est égal à 0. Bah, du coup, il est plus égal parce que c'est une valeur interdite. Et du coup, ça nous donne les variations de f de x. Ça y est, on y est arrivé. Donc f de x est décroissante. Là, elle a une certaine valeur, en 0. Ici, elle est croissante. Ici, on a une valeur interdite. Alors ça, on s'en fiche en fait. On n'a pas besoin de le mettre. Ici, elle est décroissante. Et ici, elle est croissante. Il ne nous reste plus qu'à calculer f de moins 1 et f de 1. Alors, f de x, je rappelle que c'est x au carré plus 1 sur x au carré. Donc, f de 1, ça va être 1 au carré plus 1 sur 1 au carré. Donc, c'est 2. Et f de moins 1, ça va être moins 1 au carré plus 1 sur moins 1 au carré. 1 moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, on se retrouve avec du 1 plus 1 sur 1. Donc, 1 plus 1, donc 2. Et donc, les valeurs qu'on a ici, ce sont 2. Et donc, la fonction admet 2 minimums, et ce sont des minimums locaux. En moins 1 et en 1. Ici, c'est important de préciser locaux. On n'a pas précisé cela sur la première fonction quand on a dit qu'elle admettait un maximum en 2, parce qu'en fait le maximum il est à la fois local et à la fois global. Enfin, c'est un maximum global, mais les maximums globaux sont toujours des maximums qui sont aussi des maximums locaux. Là, c'est important de le préciser puisque c'est un minimum sur cette partie et c'est un minimum sur cette partie. Et nous avons fini de corriger cet exercice.